Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la réforme des services autonomie à domicile. Je suis Marion Pina et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Je serai accompagnée de Mathilde Moulin, chargée de mission offre de services à domicile à la Direction générale de la cohésion sociale, de Sloane Talem, experte ANAP, et de deux avocats, Juliette Grosjean et Yannick Francia. Ce webinaire a lieu sur Zoom. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat en utilisant la fonction questions-réponses. Nous avons prévu un temps d'échange avec vous pour y répondre. Aujourd'hui, nous allons aborder les rapprochements entre le secteur privé non lucratif et le secteur public. Au programme, nous vous présenterons tout d'abord l'outil d'aide à la décision proposé par la NAP pour explorer les possibilités de rapprochement, puis des experts juridiques répondront à 3 questions pour vous donner les informations clés sur ce type de rapprochement. Je laisse à présent la parole à Mathilde Moulin qui va vous rappeler le contexte de cette réforme. Bonjour à toutes et à tous. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie est amené à croître significativement dans les années et les décennies à venir. Or, l'offre domiciliaire actuelle ne permet pas de répondre aux souhaits d'une large majorité de Français de vieillir à domicile dans des conditions satisfaisantes. La fragmentation des différents services conduit à des démarches complexes pour les usagers ou pour leurs aidants et ne répond pas suffisamment aux besoins accrus de coordination autour de la personne âgée et de la personne en situation de handicap. Face à ce constat, le gouvernement a décidé d'agir en portant une réforme structurante et ambitieuse. Par la création des services autonomie à domicile, véritable pilier du virage domiciliaire, cette réforme vise à apporter une réponse plus complète aux besoins des personnes avec un élargissement des missions des services en termes de prévention, de repérage des fragilités ou de soutien aux aidants. Une simplification des démarches au quotidien avec un interlocuteur unique chargé d'organiser la réponse aux besoins d'aide et de soins des personnes. Ainsi, les services autonomie deviennent la porte d'entrée unique pour l'usager. Une coordination renforcée entre les professionnels de l'aide et du soin pour améliorer la qualité de l'accompagnement, mais aussi elle vise à favoriser l'attractivité des métiers et une meilleure qualité de vie au travail pour les professionnels du domicile. Cette réforme est également exigeante pour le secteur, en ce qu'elle nécessite une véritable transformation des services de soins infirmiers à domicile qui devront, d'ici le 31 décembre 2025, intégrer une activité d'aide et d'accompagnement, notamment se rapprochant d'un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà existants. Pour faciliter la mise en place de la réforme, un plan d'accompagnement conséquent est mis en place sous le pilotage de la Direction générale de la cohésion sociale et confié à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, l'ANAP. C'est dans ce cadre que l'ANAP propose un appui à l'ensemble des gestionnaires de services avec la diffusion de webinaires qui, nous l'espérons, répondront à vos attentes et vous aideront à vous projeter dans vos projets de transformation. Bon webinaire à tous. Pour proposer une réponse coordonnée d'aide et de soins aux personnes qu'ils accompagnent, les gestionnaires de services à domicile vont devoir opérer des rapprochements. Pour les accompagner dans ces opérations, l'ANAP met à leur disposition un outil d'aide à la décision permettant de simuler des regroupements entre 2 structures. Nous nous trouvons ici sur la page d'accueil de la réforme. Vous retrouverez ainsi l'ensemble des outils ANAP à disposition des gestionnaires. On y retrouve notamment l'outil d'aide à la décision, auquel j'accède en cliquant sur le bouton proposé. Voici l'outil d'aide à la décision. Sa page d'accueil donne accès à 2 rubriques. Dans la rubrique « Quelles sont mes obligations ?», vous trouverez des informations sur les obligations qui s'imposent aux gestionnaires dans le cadre de la réforme, selon qu'ils sont SIAD, anciens SAAD ou SPASAD. Dans la rubrique « Quelles sont mes options de rapprochement ?», vous accéderez à la simulation de votre projet.
Avant toute chose, il vous est bien sûr conseillé de vous rapprocher de vos financeurs, ARS et/ou conseil départemental, le plus en amont possible pour échanger sur votre projet et obtenir des informations sur la politique de votre territoire. Nous démarrons la simulation en renseignant le statut juridique de notre structure, puis nous pourrons renseigner le statut juridique du partenaire dont nous envisageons de nous rapprocher. En effet, l'outil est interactif. Il permet au gestionnaire d'explorer les modalités de regroupement et les configurations juridiques adaptées à sa situation et à son projet. Explorons aujourd'hui les rapprochements entre le secteur privé non lucratif, par exemple un service associatif, et le secteur public, par exemple un service rattaché à un établissement public de santé. Vous pouvez ensuite sélectionner le degré de rapprochement que vous visez, ici parmi les choix disponibles, la coopération, ou bien la reprise ou le transfert d'activité. Si vous avez besoin de plus d'informations avant de faire votre choix, vous pouvez cliquer sur le bouton « Je souhaite en savoir plus ». Vous obtiendrez ainsi des informations sur les différents types de rapprochements. Une flèche arrière vous permet en permanence de revenir à l'étape précédente. Parmi les solutions de coopération, par exemple, vous pourrez explorer le GCSMS, l'association ou bien la convention de coopération à titre transitoire. Une fois votre choix effectué, vous arrivez à la page dédiée à l'opération que vous avez sélectionnée. Ici, une liste de fiches vous est proposée. Des fiches juridiques ciblées sur l'opération choisie, signalées par une petite étoile, ainsi que des fiches thématiques pour accompagner la mise en œuvre et tenir compte des impacts stratégiques en matière de fiscalité, d'enjeux patrimoniaux et financiers, de ressources humaines ou encore de gouvernance. Lorsque vous cliquez sur une fiche qui vous intéresse, cette dernière s'ouvre dans une autre page de votre navigateur. Vous pouvez ainsi la consulter et la télécharger, puis revenir à l'outil et aux autres fiches. Si l'ensemble des fiches vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton « Toutes les fiches ». Une page dédiée à l'opération s'ouvre, sur laquelle vous pouvez télécharger l'ensemble des fiches relatives à cette opération. D'ici, vous pouvez revenir à la page d'accueil de la réforme ou bien vous avez toujours la possibilité de revenir à l'outil qui ne s'est pas fermé pour explorer une autre opération de rapprochement, par exemple. Plusieurs opérations juridiques peuvent permettre à des personnes de droit public et de droit privé de s'adjoindre une activité d'aide ou de soins afin de constituer un SAD mixte, la coopération ou la reprise et transfert d'activité. Tout d'abord, les gestionnaires publics et privés d'activités d'aide et de soins peuvent coopérer, soit de manière temporaire, soit de manière pérenne. Cela est très fréquent dans le secteur médico-social. À titre transitoire, les gestionnaires des services peuvent conclure une convention ou créer un groupement de coopération sociale et médico-sociale, un GCSMS, afin de pouvoir être autorisés pour une activité de SAD mixte. La convention, comme le GCSMS exploitant, permettent la mise en commun de moyens matériels et humains pour constituer des équipes communes en vue d'assurer la coordination des interventions. Surtout, le GCSMS peut se voir confier l'exploitation des autorisations détenues par ses membres. Si la convention ne peut être conclue que pour une durée de 5 ans, le GCSMS peut à l'inverse constituer un outil de rapprochement durable. En effet, celui-ci peut, au terme de cette période transitoire, se voir céder l'autorisation de SAD et des soins qu'il exploitait à la demande de ses membres et permettre ainsi au gestionnaire de satisfaire l'obligation de constituer une entité juridique unique titulaire de l'autorisation. Alternative au GCSMS, l'association peut également constituer une structure de coopération susceptible de porter une autorisation de SAD intégrée. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont plus souples que celles du GCSMS. Toutefois, le législateur n'a pas prévu qu'elle puisse servir d'outil de conventionnement à titre transitoire. Elle ne présente donc pas l'intérêt de constituer un outil évolutif comme le GCSMS. La création d'une société d'économie mixte est possible. Les collectivités territoriales et leurs groupements devront être les actionnaires majoritaires avec d'autres personnes morales, publiques et privées. La création d'une société coopérative d'intérêt collectif est également possible, réunissant des collectivités territoriales, leurs groupements, et des établissements et des personnes morales de droit privé. Si les partenaires ne souhaitent pas coopérer,
mais seulement reprendre ou transférer une activité d'aide ou de soins à un autre gestionnaire, plusieurs outils juridiques peuvent être envisagés. La convention de successeur ou éventuellement la cession de fonds de commerce. Ces deux opérations consistent à conclure une convention qui organise le transfert des éléments d'actifs permettant d'exploiter une activité en contrepartie d'un prix. Les passifs, notamment les dettes, ne sont pas en revanche repris dans ces opérations. La principale différence entre la convention de successeur et la cession d'un fonds de commerce est l'existence ou non d'un fonds de commerce, donc d'une clientèle commerciale. Si la question de l'existence d'une clientèle commerciale ne se pose pas pour un opérateur lucratif, l'objet d'une association est en principe civil et son but ne doit pas être de partager des bénéfices. Elle n'a donc pas théoriquement vocation à acquérir ou céder un fonds de commerce. Toutefois, si l'activité est exercée par une association dans des conditions commerciales, avec une clientèle commerciale, l'opération de transfert sera qualifiée de cession de fonds de commerce. Il est donc nécessaire que le gestionnaire se pose la question des conditions d'exercice de son activité avant de déterminer l'opération adéquate. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une convention de successeur ou d'une cession de fonds de commerce, ces opérations n'entraînent pas la disparition de l'organisme qui a transféré son activité tant que celui-ci décide de poursuivre d'autres activités. Les avantages et les inconvénients de chaque opération dépendent, pour l'essentiel, des attentes et des contraintes du gestionnaire. Veut-il exercer son activité de manière indépendante ou privilégie-t-il un partenariat, voire un rapprochement plus important avec un autre partenaire? Souhaite-t-il intégrer la gouvernance de la structure qui reprend l'activité? A-t-il des capacités financières pour reprendre l'activité? Exerce-t-il plusieurs activités? Comment son activité d'aide ou de soins est-elle aujourd'hui exploitée? Il est toutefois possible de synthétiser les principaux avantages et inconvénients de chacune des opérations dans le cadre de la réforme. Commençons par la coopération. La coopération est un outil généralement apprécié par les gestionnaires qui souhaitent initier un rapprochement et qui ne sont pas encore en mesure de déterminer si et comment ils peuvent travailler ensemble. Elle permet en effet la création d'une maison commune à plusieurs gestionnaires, pouvant donner lieu à des mutualisations, notamment de personnel. Lorsque la coopération se concrétise par la création d'une personne morale, elle offre tous les avantages liés à la personnalité juridique sans remettre en cause l'autonomie de ses membres. À titre d'exemple, une structure de coopération peut recruter du personnel, elle peut percevoir des financements, elle peut être dotée d'un patrimoine et notamment d'autorisations. Le principal inconvénient lié à la constitution d'une structure de coopération est qu'elle entraîne des coûts additionnels en termes de gestion administrative, comptable, RH, ainsi qu'une multiplication des instances de gouvernance. Elle ne garantit pas non plus un réel travail en commun des partenaires qui savent qu'ils peuvent se désengager. Comme il l'a été rappelé, la cession de fonds de commerce et la convention de successeur sont deux modes de reprise ou de cession d'actifs en contrepartie d'un prix. Ces opérations présentent des avantages globalement identiques. Sauf accord spécifique, les structures demeurent des acteurs indépendants avant et après le transfert de l'activité. Les contrats de travail sont en principe transférés dès lors que l'activité transférée constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes, de biens, permettant l'exercice d'une activité économique avec un objectif propre. Les dettes ne sont pas reprises, ce qui constitue un avantage considérable pour le repreneur. En revanche, la trésorerie et les créances ne sont pas non plus transférées, ce qui implique pour le repreneur de constituer et d'assurer le besoin en fonds de roulement. Par ailleurs, les contrats de travail sont les seuls contrats transférés automatiquement. Pour les autres, il faut donc identifier chaque contrat à transmettre dans la convention et s'assurer le cas échéant qu'aucune clause ne fait obstacle à leur transfert. Autre inconvénient, la cession de fonds de commerce donne lieu à un formalisme juridique assez lourd. Le prix de vente n'est pas immédiatement versé au vendeur en raison de contraintes juridiques et fiscales. Enfin, la convention de successeur, comme la cession de fonds de commerce, font l'objet d'une fiscalité onéreuse en matière de droit d'enregistrement. Dans tous les cas, il est important de rappeler que l'ensemble de ces opérations nécessite un accord des autorités compétentes préalablement à la cession des autorisations. Pour pouvoir choisir un outil de rapprochement de manière éclairée, le gestionnaire doit se poser les questions suivantes. Est-ce que je veux continuer à exercer de manière indépendante l'activité d'aide ou de soins, ou suis-je prêt à me rapprocher d'un autre gestionnaire? Si le gestionnaire souhaite exercer de manière indépendante l'activité de SAD, il devra exclure les structures de coopération qui doivent être constituées avec des partenaires. Il devra privilégier
les options de rapprochement, de reprise ou de transfert de l'activité via une convention de successeur ou une cession de fonds de commerce. Est-ce que j'exerce mon activité dans des conditions commerciales, avec une clientèle commerciale? Cette question se pose pour les organismes à but non lucratif qui voudraient céder leur activité à une personne de droit public. La réponse à cette question leur permettra de déterminer s'il convient de conclure une cession de fonds de commerce ou une convention de successeur. Si je transfère une partie ou la totalité de mes activités à un gestionnaire, est-ce que je peux être présent dans sa gouvernance? La gouvernance des structures publiques est définie par la réglementation qui leur sont applicables. Chaque entité publique a une gouvernance qui lui est propre. Prenons l'exemple d'un SIAD hospitalier. Sa gouvernance est celle définie par la loi pour les établissements publics de santé, composé d'un conseil de surveillance, d'un directoire et d'un directeur. Un SAD associatif a quant à lui un conseil d'administration. Si un SAD associatif veut transférer ses activités à un SIAD hospitalier, il ne sera pas possible que des représentants de l'association siègent à la gouvernance de l'établissement public de santé. La seule gouvernance partagée possible est celle que les partenaires définiront ensemble lors de la constitution d'un GCSMS. Une certaine liberté contractuelle est laissée aux partenaires. Dans tous les cas, il est recommandé à tout gestionnaire de procéder à une phase d'analyse lui permettant d'identifier les partenaires présents sur son territoire, de définir ses objectifs, ses contraintes, afin de déterminer l'opération la plus adaptée et d'en évaluer les risques et les effets, notamment sur un plan fiscal. Nous répondons à vos questions. En plus des webinaires que nous proposons régulièrement sur de nombreuses thématiques, un rapide mot sur l'offre de services de la NAP. La NAP propose une offre globale pour vous inspirer, vous outiller et vous faire gagner du temps. D'abord via la production de contenus opérationnels, boîte à outils, fiches pratiques, ensuite par la mise en réseau, au travers des communautés de pratique et du réseau d'experts de la NAP. Et enfin, la NAP propose des interventions concrètes dans vos établissements. Si vous êtes intéressé et vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site anap.fr. Avant de conclure, nous vous rappelons que la NAP a mis à votre disposition des nouveaux outils pour vous accompagner sur la réforme des services autonomie à domicile. Un outil d'aide à la décision sur les rapprochements que nous venons de vous présenter. Un kit d'outils opérationnels pour l'appui à la mise en œuvre de la réforme. Vous y trouverez des trames de fiches de poste, des modèles de documents, des checklists, etc. Ces outils sont disponibles dans une seule et même page sur le site anap.fr. Vous retrouverez également toutes les informations sur cette réforme dans les pages ressources du ministère et de la CNSA. L'ensemble des liens est disponible dans le chat. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Au nom de toute la NAP, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt.